Je me tenais devant le conseil, ou du moins, c'est ce que j'ai cru la première fois. En réalité, j'étais assise dans le salon minuscule de ma propre petite maison, avec Sophie et Julien qui se tenaient là, l'air grave, et un Pierre Draven incroyablement imposant qui me regardait comme si j'étais une énigme insoluble. Mon crâne martelait, ma gorge était aussi sèche que le Sahara, et chaque parcelle de mon être criait « Non, ce n'est pas possible ». Mais si c'était possible, très, très possible, comment en étais-je arrivé là? La question me hante encore. Quand j'essaie de me souvenir de cette soirée-là, tout se mélange. C'était un peu comme un rêve fiévreux, un cauchemar dont on se réveille en sueur, mais avec des répercussions bien trop réelles. Peut-être que je me souviens de choses différemment de la réalité. Après tout, l'alcool et le stress sont un cocktail assez puissant pour tordre les faits. Ça a commencé avec la forêt de Brocéliande et le festival de la flamme lunaire. J'en avais besoin de ce festival. J'étais au bord du gouffre, vous savez. Une semaine horrible. Mon boulot de graphiste me donnait des migraines, ma proprio était une harpie, et le petit renard que j'avais sauvé n'avait rien trouvé de mieux que de me mordre la chaussure avant de s'enfuir en pleurant. J'avais juste envie de me rouler en boule et de disparaître. Sophie, elle, avait d'autres plans. « Bois », m'avait-elle ordonné, en me tendant un autre de ses petits verres. C'était du jus de lycopode, leur truc local sucré au début, puis ça brûlait la gorge comme un bâton de cannelle trempé dans l'éclair. T'es tendu comme une corde d'arc, détends-toi, fais des choix douteux. J'avais plissé les yeux. Les choix douteux, c'est ta spécialité, pas la mienne. C'est vrai que j'étais une fille plutôt ennuyeuse, franchement. Ma vie se résumait à des routines, des listes et à éviter les drames. Sophie avait rigolé. C'est pas sympa, ça. Maintenant, bois, j'avais bu, et une chaleur délicieuse s'était répandue dans ma poitrine, une sensation douce, étrangère, qui me donnait envie de me laisser aller. La lune était énorme, ronde, lumineuse, jetant une lumière argentée sur la clairière. Des lanternes bleutées scintillaient partout, la musique battait son plein, les rires fusaient. Les loups, ceux de la meute de Montlune, se transformaient et se retransformaient, bougeaient comme une marée vivante à travers la foule. Les feux de joie montaient vers le ciel, peignant toutes d'une lueur sauvage. Des couples dansaient, des guerriers s'affrontaient dans des épreuves de force. Les vendeurs proposaient des tourtes à la viande, des cristaux, des lectures de bonne aventure et des bibelots bizarres. C'était le chaos, bruyant, ridicule, mais joyeux. Et pour la première fois en des jours, j'avais senti que je pouvais respirer. J'avais erré dans la foule, Sophie et Julien derrière moi. Sophie cherchait d'autres boissons, Julien le contraire, il veillait au grain. Julien est toujours comme ça, fait de sarcasme et d'un regret perpétuel. Il m'attrapait le poignet à chaque fois que je m'approchais de ce qui ressemblait à une mauvaise idée, ce qui, avec les lycopodes, était constant. Tu vas regretter chaque décision que tu prendras ce soir, marmonnait Julien. J'avais ri en passant un bras autour de son cou. Ça, c'était le problème de la Marie de demain. Tu dis ça à chaque fois, il avait soupiré. Et la Marie de demain gère ça comme une championne. Mais la semaine dernière, tu as pleuré dans un tonneau de fleurs parce que tu as vu une araignée. Elle était énorme. J'avais protesté. On aurait dit qu'elle payait un loyer. Il avait ouvert la bouche pour répliquer, mais c'était figé. Et c'est là que je l'ai senti, moi aussi. Quelqu'un me regardait. Pas un regard normal, une simple curiosité. C'était le genre de regard qu'on sent le long de la colonne vertébrale. Lent, lourd, chargé d'une intensité que je n'avais jamais ressentie. Je m'étais retourné. Au bord de la clairière, à peine touché par la lumière des lanternes, il y avait un homme, grand, immobile, silencieux. Une présence, plus qu'une personne. Ses vêtements étaient sombres, sa posture contrôlée, son regard fixé entièrement sur moi. Il n'avait pas souri. Il n'avait pas détourné les yeux. Il n'avait même pas cligné des yeux, je crois.
La foule se déplaçait autour de lui comme s'il n'appartenait pas au même monde que nous. J'avais inspiré. L'air était soudain devenu plus froid, plus aigu, différent. « C'est qui, ça? » J'avais chuchoté. Julien avait suivi mon regard, son visage se vidant de toute couleur. « Marie, ne le regarde pas. »« Pourquoi pas? » Il avait exhalé, comme un homme qui accepte la défaite. « C'est Pierre. » Le nom ne m'avait rien dit au début. Les lycopodes avaient massacré toutes les pensées rationnelles dans mon crâne. « Pierre », j'avais répété. Comme un gars qui s'appelle Pierre. Nom cool. Sophie nous avait rejoints, avait jeté un coup d'œil entre moi et Julien, puis avait vu la silhouette qui nous observait. Sa mâchoire était tombée. « Oh! Oh non! Absolument pas! Marie ne fait rien! » Trop tard, la curiosité et l'alcool avaient déjà lié leurs bras et m'avaient poussé en avant. Je m'étais dirigé vers l'homme. Julien avait sifflé mon nom comme une bouilloire mourante. Sophie avait essayé de m'arrêter, mais m'avait manqué. Je ne comprenais pas leur panique. C'était juste un homme. Un homme canon. Un homme incroyablement canon. Le genre qui devrait exiger une licence pour être regardé. Il se tenait là comme s'il possédait la Terre, le festival, la Lune, et même, qui sait, la gravité. Son aura était trop stable, trop puissante, trop immobile. Tout chez lui criait domination et danger. Mais mon esprit, flottant sur un délicieux nuage de lycopodes, avait traduit ça par « c'est une excellente idée ». Je m'étais avancé vers lui. Enfin, avancé et peut-être généreux. J'avais fait 8 pas, trébuché au 9e, et puis j'avais agressivement prétendu que j'avais fait exprès de tituber. L'homme n'avait pas bougé, n'avait pas esquissé un sourire, il s'était contenté de me regarder. De près, j'avais réalisé 3 choses. Ses yeux étaient irréels, gris orage, vif, intelligent. Il avait la posture de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. Et Julien et Sophie chuchotaient derrière moi comme s'ils préparaient un enterrement. J'avais planté mes mains sur mes hanches. « Alors, » avais-je déclaré, trop bruyamment, « tu me fixes ou tu essayes de me parler par télépathie avec tes yeux? » Quelques têtes s'étaient tournées. Pierre avait cligné des yeux une fois, lentement. « Vous êtes ivre. » J'avais haleté. Wow! Compétence d'observation, 10 sur 10. Un rire avait couru parmi les badauds. Julien s'était couvert le visage. Sophie avait chuchoté « On est mort. On est tellement mort. » Mais je n'avais pas reculé. La chaleur dans mon sang était maintenant un brasier. J'avais pointé un doigt vers la poitrine de Pierre. « Vous croyez pouvoir juste rester là, tout grand et imposant, et fixer les gens comme si vous les jugiez depuis un trône. » Encore une fois, il n'avait pas réagi, pas un centimètre, pas une mimique. Il m'avait juste regardé avec ce calme, ce regard impénétrable qui me donnait l'impression qu'il voyait à travers moi, au-delà de moi, jusqu'à ce que j'essayais de cacher même à moi-même. Et quelque chose là-dedans m'avait exaspéré, ou peut-être encouragé. Les deux étaient impossibles. « Vous savez quoi? » avais-je dit, chancelant légèrement, mais avec une confiance absolue. « Si vous comptez me regarder comme ça, vous pourriez au moins vous présenter. »« Marie !» avait sifflé Julien. « Arrête !» Mais je ne m'étais pas arrêté. J'avais fait un pas de plus, assez proche pour sentir son odeur, propre, froide, puissante, comme la pluie sur la pierre. Mon cerveau n'avait aucune chance. Ma bouche avait pris le contrôle. « Je m'appelle Marie », avais-je annoncé. « Et vous, mystérieux géant taciturne », j'avais de nouveau tapoté sa poitrine, « vous devriez m'épouser. » Silence, un silence pur, absolu. Puis le festival avait explosé. Rire, halètement, hurlements, murmures de malédiction. Quelqu'un avait crié « Elle vient de lui faire sa demande ?» Un autre avait hurlé « Elle est suicidaire ?» Un troisième avait braillé « Trouvez-moi une pierre d'enregistrement !» Julien avait fait un bruit comme son âme quittant son corps. Sophie m'avait attrapé le bras. « On s'en va, tout de suite !»
Mais j'étais trop plongé dans ma performance pour reculer. J'avais levé le menton fièrement, ivre, dramatiquement. Pierre m'avait regardé, son expression changeant enfin. Pas de choc, pas d'agacement, quelque chose de bien pire. De l'intérêt. Savez-vous qui je suis? Il avait demandé doucement. J'avais hoché la tête avec trop d'enthousiasme. Oui, votre nom est Pierre, très pointu, très intimidant, excellente structure osseuse. Ce n'est pas, avait tenté Julien. Laissez-la finir, avait dit Pierre doucement. Les gens s'étaient figés. Il lui avait parlé directement. Je n'avais pas remarqué la tension qui coupait l'air. J'avais juste pris sa main massive, cailleuse, mortelle, et je l'avais placée sur mon cœur. Puis j'avais annoncé assez fort pour que la moitié de la meute l'entende. Je ferais une excellente épouse. Quelque part dans la foule, quelqu'un s'était évanoui. Pierre m'avait étudié, vraiment étudié. Ses yeux avaient balayé mon visage, s'attardant avec une étrange intensité, une évaluation, un calcul, quelque chose de plus lourd que la simple curiosité. En effet, il avait dit, Julien s'était étouffé. Sophie avait hurlé. La foule avait de nouveau éclaté, mais je n'avais rien enregistré de tout cela parce qu'à cet instant précis, le monde avait basculé. Ma vision s'était brouillée. Mes jambes avaient vacillé. Oh, oh, j'avais murmuré et j'étais tombé comme une pierre. Pierre m'avait rattrapé avant que je ne touche le sol. La dernière chose dont je me souvenais, c'était la chaleur de sa main contre mon dos, le murmure grave de sa voix disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer, et la réalisation très lointaine que j'avais probablement fait un choix de vie terrible. Puis tout était devenu noir. Le festival rugissait de chuchotements, parce que quand Marie s'était évanouie dans les bras de l'alpha le plus puissant de toute la région, l'alpha roi, il ne l'avait pas repoussé, il l'avait tenu, et il n'avait pas l'air amusé. Il avait l'air investi. Et cela, pour la meute de Montlune, était le début d'un scandale qu'il ne laisserait jamais mourir. Je me suis réveillé lentement, comme si mon cerveau redémarrait une mémoire mortifiante à la fois. D'abord, le mal de tête lancinant, aigu, méchant et bien trop persistant. Puis la bouche sèche, puis la sensation de terreur dans mon estomac, lourde comme une brique. J'ai grogné et je me suis retourné. Quelqu'un a haleté à côté. Elle est réveillée. Mes yeux se sont ouverts en grand. Ma première erreur a été de regarder directement le visage de ma voisine, Clara, qui me fixait comme si j'étais une sorte de catastrophe légendaire enfin concrétisée. « Oh non !» j'ai marmonné. « Pourquoi es-tu là? Pourquoi tout le monde est là? Pourquoi suis-je là? » Clara n'a pas répondu. Elle s'est précipitée hors de la pièce. Je me suis assise. Ma tête tournait. Mon lit était trop moelleux. Ma chambre était bizarre. Trop propre. Trop chaude. Trop empruntée. Où suis-je? Avant que je puisse me lever, Sophie a fait irruption dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, les yeux plus brillants qu'un éclair. « Tu es vivante !» a dit Sophie, essoufflée. « Bien, super, parce que toute la meute parle de toi. » J'ai pâli. Qu'est-ce que j'ai fait? Julien est apparu derrière Sophie, tenant une tasse d'eau comme une offrande de paix. « Veux-tu la version douce ou la vérité? »« La vérité, » ai-je dit, en sirotant l'eau, arrache le pansement. Julien a pris une profonde inspiration. « Tu as fait ta demande en mariage à l'Alpha Roi. » J'ai craché de l'eau partout. Sophie a grimacé. « Super, sur mes bottes. »« J'ai quoi? » J'ai serré la couverture comme si elle pouvait sauver mon âme. « Tu sais, » a continué Julien, « ce mur de domination grand et terrifiant auquel tu criais dessus, c'était Pierre Draven. Pierre Draven, Alpha Roi, souverain des terres sauvages argentées. L'homme dont les guerriers de la meute traitent le silence comme un trait de personnalité. Je l'ai fixé. Non, absolument pas. C'est un mensonge. Je te demande de raconter un meilleur mensonge. Ce n'est pas un mensonge, a dit Sophie. On aimerait que ça le soit. J'ai attrapé mon oreiller et j'ai hurlé dedans.
Sophie m'a tapoté le dos. Tu comprends pourquoi toute la meute est en ébullition, n'est-ce pas? Non, ai-je craqué. Julien a levé un sourcil. Tu as bruyamment demandé en mariage l'alpha le plus dangereux de l'existence. En public, pendant le plus grand festival de l'année. J'ai tiré la couverture sur ma tête. Je n'ai pas fait ça. Si, a répliqué Sophie, avec panache. Je déteste le panache. J'ai gémi. C'est le meilleur, a ajouté Julien. Tu lui as dit de t'épouser parce que sa structure osseuse était intimidante. Tout mon corps s'est recroquevillé sur lui-même. Tuez-moi. Oh, crois-moi, a dit Julien. La moitié de la meute pensait qu'il allait le faire. Je me suis figé. Faire quoi? Sophie et Julien ont échangé un regard plein d'effroi et d'incrédulité. Il ne l'a pas fait, a dit Sophie lentement. Il ne t'a pas puni. Il ne t'a pas rejeté. Il n'a même pas grogné. Julien a hoché la tête, ce qui pour lui équivalait pratiquement à une annonce de mariage. J'ai cligné des yeux, expliqué lentement. Sophie s'est assise sur le bord du lit. Marie, tu ne connais pas les histoires. Quelles histoires? Pierre Draven ne tolère pas les défis. Il ne tolère pas le manque de respect. Il ne tolère rien qui ressemble même de loin à un dépassement de limite. N'importe qui d'autre qui aurait tenté ce que tu as fait aurait été à terre pour une toute autre raison. Je l'ai fixé. Il ne laisse personne le toucher, a ajouté Julien. Jamais. Mais toi, tu l'as piqué à la poitrine. Piqué. Et il est resté là, sans bouger. Je me suis senti de nouveau faible. Pourquoi ferait-il ça? Sophie a exhalé. On ne sait pas, mais la meute a des théories. Bonnes théories ou terribles? Terrible, a dit Julien immédiatement. Extrêmement terrible. J'ai gémi. Dites-moi, Sophie a baissé la voix, ou il pense bon qu'il envisage d'accepter ta proposition. J'ai hurlé de nouveau, plus fort cette fois. Julien a plaqué une main sur ma bouche. Ne crie pas. Les gens dehors écoutent. Je me suis figé. Pourquoi? Sophie a esquissé un sourire lugubre. Parce que Pierre t'a ramené chez toi hier soir. J'ai cligné des yeux. Il a fait quoi? Il t'a porté, a dit Julien, comme un héros de roman dramatique. C'était toute une scène. Je me suis laissé tomber contre les oreillers. Je ne peux plus jamais quitter cette chambre. Eh bien, a dit Sophie doucement, tu devrais peut-être reconsidérer, parce que les rumeurs, elles empirent. Empire? Comment? Julien a levé 3 doigts. 1, les gens pensent que tu l'as fait exprès pour attirer l'attention de Pierre. J'ai failli vomir. Absolument pas. 2, ils pensent qu'il a aimé ça. J'ai pincé l'arête de mon nez. Pourquoi ma vie est-elle un cirque? Et 3, dit Sophie, sa voix baissant encore plus. Certains disent que tu pourrais être sa compagne désignée. J'ai mis mes 2 mains sur mon visage. Je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, toi, a dit Julien, mais tu pourrais le souhaiter. Je l'ai fusillé du regard. Écoute, a ajouté Julien, ça va se tasser un jour. Dans quelques années, a corrigé Sophie, j'ai lancé un oreiller sur sa tête. D'accord, a dit Julien en l'esquivant. C'était peut-être un peu dur, mais c'est un scandale de niveau festival de la flamme lunaire. Et ça empire, a dit Sophie. Je l'ai fixé. Arrête de dire ça. Pourquoi tout empire? Sophie a hésité, parce que Pierre n'a rien nié. Je me suis figé. Quoi? Il n'a corrigé personne, a continué Sophie. Ni les témoins, ni les gardes, ni les membres du conseil qui ont demandé ce qui s'était passé. Il s'est juste contenté de les regarder. C'est mauvais, a ajouté Julien. C'est très mauvais. Son regard est quasiment un décret royal. Alors maintenant, a terminé Sophie, tout le monde pense qu'il envisage de sceller le vœu. Je me suis redressé. Non, 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 je n'épouserai personne, surtout pas un alpha roi. Je suis à peine qualifié pour gérer ma lessive. Julien a ricané. Fait. Sophie s'est penchée. Tu te souviens vraiment de quelque chose, de quoi que ce soit? J'ai frotté mes tempes. Je me souviens m'être dirigé vers lui. Je me souviens l'avoir piqué,
puis de la chaleur et de la chute, et sa voix. Julien a froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas pu comprendre. La porte s'est ouverte en claquant. On a tous sursauté. Clara est réapparue, essoufflée et bien trop excitée. Il arrive. J'ai cligné des yeux. Qui arrive? Clara m'a regardé comme si la question elle-même était illégale. Pierre Draven. Mon âme a quitté mon corps. Julien a juré à voix basse. Sophie m'a attrapé la main. Clara a piaillé comme si c'était le meilleur potin qu'elle ait jamais vu. Il vient ici? A demandé Julien d'une voix tendue. Oui, a dit Clara. Il monte le chemin avec Marc et Thomas. Toute la meute les suit. Mon mal de tête a disparu, remplacé par une panique pure et simple. Pourquoi viendrait-il ici? Sophie a dégluti, probablement parce que tu as annoncé que tu voulais l'épouser. Je me suis levé d'un bond. Retirez ça. Ça ne marche pas comme ça, a dit Julien. Clara s'est penchée dramatiquement. Il avait l'air très sérieux. J'ai senti mes genoux fléchir. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? Julien m'a attrapé les épaules. Règle 1. Ne t'évanouis plus. Sophie a hoché la tête. Règle 2. Ne le défie pas. Règle 3, a dit Clara. Ne fais plus de propositions. Je n'ai pas fait exprès la première fois. J'ai hurlé. Mais des pas se faisaient déjà entendre. Lourd, lent, inévitable. Pierre Draven ne se pressait pas. Il bougeait comme les orages qui traversent les montagnes. Lent, délibéré, imparable. Sophie m'a poussé vers le miroir. Règle tes cheveux. J'ai regardé. Mes cheveux étaient une catastrophe. Mon visage était rouge. Mes yeux donnaient l'impression que j'avais embrassé une tornade. C'est désespéré. J'ai chuchoté. Julien a hoché la tête. Absolument désespéré. Puis, on a frappé. 3 coups lents, solides sur la porte. Je me suis figé. Tout le monde assis. Pas de conversation, pas de murmure, pas de souffle, juste le silence. Et la présence d'un homme qui ne rendait visite à personne à moins que ce soit important. Marie, a chuchoté Julien, ouvre la porte. Je me suis tourné vers l'entrée. Un autre coup, plus profond cette fois, un commandement enveloppé de courtoisie. J'ai avancé, le cœur battant. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vu. Pierre Draven, alpha roi, grand, contrôlé, les yeux froids comme le gel matinal. Marc se tenait à sa gauche, large, impénétrable, dangereux. Thomas se tenait à sa droite, vif, observateur, évaluant, et derrière eux, la moitié de la meute, regardant, attendant, à bout de souffle, j'ai dégluti. Bonjour. Pierre n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Marie, a-t-il dit simplement, il faut qu'on parle. Ces 5 mots seuls ont suffi à recabler tout mon système nerveux. Parce que peu importe à quel point j'espérais que la nuit dernière n'avait été qu'un flou stupide et ivre, l'Alpha Roi n'avait pas oublié une seule chose. Et à la façon dont il me regardait maintenant, il n'avait aucune intention de laisser tomber. Je n'ai pas respiré pendant 3 bonnes secondes. Pierre se tenait sur le seuil de ma porte comme s'il en était le propriétaire. En fait, comme s'il possédait la planète entière et choisissait simplement de ne pas le mentionner. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé Pierre. Ce n'était pas vraiment une question. Je me suis reculé automatiquement. Pierre, Marc et Thomas sont entrés dans ma petite maison, leur présence engloutissant la pièce si complètement que je me suis demandé un instant si je devais m'excuser pour la taille de mon espace de vie. Mais non, mon cerveau ne fonctionnait pas assez bien pour produire des pensées complètes. Clara est restée dehors avec la foule baveuse de vampires à potins. Julien a fermé la porte avant qu'elle ne puisse se glisser à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, Pierre a tourné son regard vers moi avec une concentration laser. Ce n'était pas hostile, ce n'était pas bienveillant, c'était décisif. Marc a croisé les bras. Thomas a scanné la pièce comme s'il cartographiait des voies d'évasion ou des positions ennemies.
Ces hommes étaient préparés à tout, sauf apparemment aux visites sociales décontractées. J'ai éclairci ma gorge. Alors, le matin ou l'après-midi, je ne sais pas quelle heure il est en fait. Pierre n'a pas oscillé. Vous avez prononcé des vœux sous la pleine lune. Mon estomac s'est noué. D'accord, je savais que cette conversation allait être horrible. Ils étaient publics, a continué Pierre. Et intentionnels. J'ai levé les mains. J'étais ivre. Cela est sans importance, a-t-il dit. Oh, ma déesse, j'ai marmonné en appuyant mes paumes sur mon front. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a une règle pour les vœux accidentels. Il y en a une, a dit Marc. Mes yeux se sont posés sur lui. Vraiment, merci les étoiles. Mais Marc a ajouté, elle ne s'applique pas lorsqu'elle est dirigée vers l'Alpha Roi. Je l'ai fixé. Pourquoi ce serait une règle? Thomas a répondu cette fois d'une voix sèche. Parce que les gens ne survivent généralement pas à la tentative. J'ai failli m'asseoir par terre. Pierre a observé ma réaction avec une attention troublante. Votre vœu a été entendu par des témoins. Il ne peut être ignoré. Oh, je peux l'ignorer, j'ai dit rapidement. Regardez-moi, je peux l'ignorer tellement fort que je vais battre un record du monde. Marc a laissé échapper le plus petit des soupirs, entre l'amusement et la pitié. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je me suis tourné vers Julien et Sophie. Soutenez-moi! Julien est resté là, compatissant mais totalement inutile. Il a raison, a mimé Sophie. Tu es condamné. Je me suis retourné vers Pierre. Envisagez-vous sérieusement j'ai éclairci ma gorge. Ma proposition de désastre trempé de lune et d'alcool. Pierre s'est rapproché. Trop près. Assez près pour que je sente le changement dans l'air autour de lui, comme une pression qui tombe avant un orage. Vous avez posé votre main sur ma poitrine, a-t-il dit doucement. Et vous vous êtes offerte comme mon épouse. J'ai grimacé. C'est vrai, j'ai fait ça. Mais pour ma défense, votre poitrine avait l'air de pouvoir hypnotiser les gens. Quelqu'un derrière moi a ricané. Julien, sans aucun doute Julien. Les yeux de Pierre ont clignoté. Juste un instant, pas de l'amusement, quelque chose de plus aigu. Vous avez invoqué un vœu, a dit Pierre. La loi ancienne stipule que si un alpha accepte, le vœu devient contraignant. C'est super, j'ai dit. Vous n'avez pas accepté. Solution parfaite. Pierre m'a regardé très sérieusement. Si, j'ai oublié comment former des mots. Quoi? J'ai chuchoté. Marc s'est légèrement avancé. La rumeur est correcte. L'Alpha Roi a accepté votre vœu. J'ai attrapé le dossier d'une chaise avant que mes jambes ne se rebellent à nouveau. Vous ne pouvez pas être sérieux. Pierre a continué comme si je n'avais pas parlé. Un vœu accepté sous la pleine lune est considéré comme une déclaration d'intention. Il lit les deux parties. Je n'avais aucune intention. J'ai couiné. Vous avez touché ma poitrine, a répété Pierre, presque comme un rappel ou un avertissement. C'était l'alcool, j'ai dit bruyamment. Pas moi. L'alcool voulait votre poitrine. J'étais juste là pour le voyage. Julien s'est enfoui le visage dans les mains. Marc a toussé dans son poing pour cacher un rire. Thomas m'observait ouvertement comme si j'étais le désastre le plus intéressant qu'il ait jamais rencontré. Pierre n'a pas réagi. « Marie, a-t-il dit, vous viendrez au château. » J'ai sursauté. « Non, absolument pas. J'aime ma maison, j'aime mon petit lit, j'aime ma vie très moyenne qui n'inclut pas de trône, de royaume, ou d'être assassiné par des louves jalouses. » Pierre a maintenu mon regard. « Vous viendrez. » J'ai dégluti. « Pourquoi? Pourquoi voudriez-vous même que je sois là? » Pierre a pris une inspiration, lente et profonde. « Parce que vous avez déclenché quelque chose qui n'arrive pas souvent et j'ai besoin de réponses. » J'ai cligné des yeux. « Déclencher quoi? » Sa mâchoire s'est serrée. Quand vous m'avez touché, le lien s'est réveillé. Julien s'est étouffé. Sophie a haleté. Thomas s'est raidi. Marc est simplement hoché la tête une fois,
comme pour confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. J'ai secoué la tête rapidement. Non, non, c'est impossible. Le lien ne se réveille pas comme ça. Ce n'est pas une chose. Ça l'est pour un Alpha, oui, a dit Père. Ah, Steinman, a dit Remarque, je lui ai lancé un regard noir. S'il vous plaît, arrêtez de parler. Marc a souri. Pierre s'est encore rapproché et je me suis reculé jusqu'à ce que la table frappe mes hanches. Vous pouvez nier le vœu, a dit Pierre, mais vous ne pouvez pas nier la réaction que votre présence a causée. Je peux absolument, j'ai dit, la voix brisée. Regardez-moi le nier. Les yeux de Pierre se sont assombris. Venez au château, a-t-il répété, où nous pourrons déterminer la vérité. J'ai pointé le doigt vers lui. Je ne vais nulle part avec vous. Vous me faites peur. Vous devriez avoir peur, a marmonné Thomas. Marc lui a donné un coup de coude. Pierre a finalement adouci sa voix d'une fraction. Je ne vous demande pas de vous punir, Marie. Oh bien, j'ai claqué. Je craignais que ce ne soit une sorte d'invitation à une exécution royale. Je demande, a continué Pierre, parce que si le lien est réel, vous êtes en danger. Je me suis figé. Danger de qui? Pierre n'a pas répondu. Marc l'a fait. Tout le monde. Je l'ai fixé. Ce n'est pas réconfortant. Ce n'était pas censé l'être, a répliqué Marc. Sophie s'est avancée. Marie, tu devrais peut-être y aller juste pour éclaircir tout ça. Julien a hoché la tête à contre-cœur. Tu ne peux pas te cacher de lui. Pas s'il a accepté le vœu. Je me suis tourné vers Pierre. Son expression n'avait pas changé. Il était stable, contrôlé, inébranlable. Marie, a-t-il dit doucement, vous avez porté ceci à mon attention. Maintenant, nous allons aller jusqu'au bout. J'ai senti le monde rétrécir autour de moi. Le vœu, le festival, le lien qu'il prétendait s'être réveillé. Et maintenant, l'Alpha Roy, cette force de la nature inébranlable, debout dans mon salon, me disant que ma vie n'était plus seulement la mienne. J'ai exhalé lentement. Si je viens au château, j'ai dit prudemment, que se passe-t-il ensuite? Pierre n'a pas hésité. Tout. Et j'ai su avec une certitude absolue que quoi qu'il m'attende au château, ma vie tranquille était partie pour toujours. Quelque part au fond de moi, une petite voix paniquait, me rappelant les récits de mon grand-père. Il disait toujours, « Méfie-toi des promesses trop belles pour être vraies, ma fille. Elles ont toujours un prix caché. » Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire, grandissant dans mon petit village, où la seule politique était de savoir qui avait la meilleure récolte de tomates. Mais maintenant, l'écho de ces mots résonnait dans chaque recoin de ma tête. Cette vie au château, la promesse d'un lien ancestral, la rencontre avec un roi qui semblait tout droit sorti d'une légende. C'était beau, oui, terriblement beau, mais cela portait aussi le fardeau d'une menace invisible. Il y avait toujours un prix, et je craignais de ne pas être capable de le payer. Cette peur, ce doute lancinant, était peut-être mon prix. Le lendemain, avant l'aube, j'ai fui. Je n'ai pas fait de bagages, je n'ai pas planifié. Je n'ai même pas pris mes bottes préférées. J'ai juste couru, poussé par le besoin écrasant de m'éloigner du lien qui se tissait dans mes veines. Mes respirations étaient rapides, irrégulières, alors que je sprintais à travers le brouillard matinal qui s'accrochait à la forêt comme une fumée pâle. Chaque pas martelait une seule pensée, distance. J'avais besoin de distance de la voix de Pierre, du vœu qu'il prétendait les avoir scellés, de la façon dont sa présence appuyait sur mes poumons comme un commandement silencieux et inflexible. Mais la distance, comme je l'ai vite découvert, importait peu pour un Alpha Roy. La forêt autour de moi se réveillait encore, les feuilles tremblant sous le vent montant. J'ai poussé plus fort, me frayant un chemin à travers les branches qui me giflaient les épaules et les jambes. Mon cœur battait la chamade, un tambour frénétique, mais le lien qui tirait dans ma poitrine avait son propre rythme. Plus lent, plus profond, stable comme une marée me ramenant vers le rivage. J'étais désespéré d'échapper. J'ai déboulé dans une clairière haletante
Et Pierre était déjà là. Il se tenait au centre du chemin de terre étroit, comme s'il m'avait attendu, grand et composé, son expression impossible à lire. Marc restait à sa droite, les yeux vifs, peu amusés. Thomas s'attardait à sa gauche, les bras croisés, presque amusé, comme s'il assistait à un spectacle pour lequel il n'avait pas acheté de billets, mais qu'il était prêt à regarder de toute façon. Le regard de Pierre s'est posé sur moi sans un frémissement de surprise. « Vous avez couru loin », a-t-il dit calmement. « Pas assez loin. » Je me suis arrêté net, manquant de trébucher sur ma propre panique. « Vous ne pouvez pas juste apparaître partout où je vais. »« Je vous l'ai dit, » a répliqué Pierre. Le vœu était contraignant. Le lien lui obéit, moi aussi. Je n'ai obéi à rien. J'ai claqué. Je n'ai pas accepté d'être magiquement lié à un roi. La bouche de Thomas s'est contractée. La mâchoire de Marc s'est serrée. Pierre est resté stable, inchangé. « Vous l'avez senti se réveiller », a-t-il dit doucement. Ce que j'ai senti, ai-je riposté, c'était la pire crampe d'estomac de ma vie. Thomas a reniflé. Marc lui a lancé un regard noir. Mais Pierre s'est rapproché et le lien a pulsé. Je l'ai senti comme une ondulation sous ma peau. Une chaleur que je ne voulais pas. Une attraction que je refusais de reconnaître. « Non », j'ai dit, reculant si vite que mon talon a glissé dans la terre. « Non, non, ça n'arrive pas. Je ne suis pas votre compagne. Je ne suis l'objet de personne. J'ai juste fait un vœu stupide à la lune parce que j'ai passé une mauvaise nuit. » Et la lune a répondu, a dit Pierre. Alors la lune a un jugement terrible. Je me suis retourné et j'ai de nouveau couru, ignorant l'expiration basse de Marc et le rire amusé de Thomas. La forêt m'a englouti alors que je la traversais à toute vitesse. Pierre ne m'a pas suivi cette fois. Il n'avait pas besoin de le faire. « Thomas, » a dit le roi derrière elle, « gardez-la en vue. » Je n'ai pas entendu la réponse, seulement le murmure du mouvement qui m'a dit que le gamin avait obéi. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes tremblent, jusqu'à ce que mes poumons brûlent, jusqu'à ce que le lien appuie comme une main entre mes omoplates, m'incitant à cesser de résister. Je ne me suis pas arrêté, pas avant d'entrer en collision de plein fouet avec quelqu'un qui se tenait directement sur mon chemin. Thomas m'a rattrapé facilement, me stabilisant avant que je ne touche le sol. Il ne respirait même pas fort. « Pour que ce soit clair, » a-t-il dit légèrement, « vous avez failli me renverser. » Failli. « Bougez !» j'ai dit entre mes dents serrées. « Je ne peux pas. Les ordres sont les ordres. » J'ai poussé Thomas. C'était comme essayer de déplacer un mur. « Je jure, » j'ai sifflé. « Si un autre loup bloque mon évasion, tu feras quoi ?» a demandé Thomas, curieux plutôt que menacé. Avant que je ne puisse trouver quelque chose d'impressionnant, l'air a changé. Un courant froid et électrique a balayé la clairière. Émilie Nuitard est apparue. Sa présence a frappé le monde comme une lame tirée sur la pierre. Aiguë, dangereuse, impossible à ignorer. Ses yeux argentés m'ont trouvé instantanément, se plissant avec une fureur si contrôlée qu'elle tremblait sur les bords. « Alors, » a dit Émilie doucement, « c'est l'humaine qui cause le dérangement. » J'ai dégluti difficilement. Je n'avais pas besoin qu'on me dise que cette femme était mortelle. Tout chez elle le rendait évident. Sa beauté avait des arêtes. Son silence avait du poids. Son regard était un avertissement habillé d'élégance. « Je n'ai rien demandé à déranger, » j'ai dit, essayant de rester stable. « Croyez-moi, je ne veux aucune part de tout ça. » La lèvre d'Émilie s'est retroussée. « Vous ne voulez rien, et pourtant l'Alpha-Roi vous accepte. » Thomas s'est déplacé inconfortablement. Même lui savait qu'il valait mieux ne pas s'interposer entre ces deux forces. J'ai levé le menton. Je ne l'ai pas choisi. Émilie s'est rapprochée. Mais il vous a choisi. L'accusation m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. Le lien a tiré brusquement, réagissant à ma peur montante. « Je ne le veux pas », j'ai chuchoté. L'expression d'Émilie s'est durcie.
Vous apprendrez que le désir n'a rien à voir avec le destin. Avant que la tension ne bascule en conflit ouvert, Pierre a émergé des arbres derrière Émilie. Sa voix était une lame d'autorité. Ça suffit. Émilie s'est retournée lentement, la colère ondulant en elle comme une chaleur sur la pierre. Vous la gâtez, vous vous affaiblissez. Le regard de Pierre n'a jamais quitté le mien. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Le lien s'est resserré, vivant, éveillé, implacable. Et moi, tremblante et à bout de souffle, j'ai compris la vérité en un terrifiant éclair. Je pouvais fuir le roi, je pouvais fuir les loups, je pouvais fuir le monde entier, mais je ne pouvais pas échapper à un lien déjà enraciné dans mon sang. Et Pierre le savait. Il s'est avancé vers moi, la forêt silencieuse autour d'eux. « Vous ne pouvez pas fuir cela », a-t-il dit doucement. J'ai senti l'attraction se resserrer. J'ai souhaité désespérément qu'il ait tort, mais mon cœur m'a trahi avec sa réponse. La forêt a semblé retenir son souffle longtemps après que la voix de Pierre se soit estompée entre les arbres. Émilie ne m'a pas regardé de nouveau, pas directement, mais la fureur qui émanait d'elle était assez aiguë pour fendre l'écorce. Elle est restée parfaitement immobile, les mains jointes derrière le dos avec la posture rigide d'un soldat qui se retient à peine. Mes instincts me hurlaient que si Pierre n'était pas intervenu, Émilie m'aurait arraché la gorge sur le champ. Pourtant, c'est la façon dont les yeux d'Émilie se sont accrochés à Pierre, alors qu'il passait devant elle qui racontait la vraie histoire. L'obsession n'a pas besoin de mots. Elle s'accrochait à elle comme une odeur. Moment, ici je dois faire une petite pause. Tout ça, cette situation avec Pierre, l'Alpha-Roi, Émilie, le vœu, c'était d'une absurdité totale, n'est-ce pas? Je veux dire, pensez-y, moi, Marie, qui a juste galéré avec son loyer et des renards mordeurs, je me retrouve au milieu d'un truc de prophétie de loup-garou. C'est le genre d'histoire que mes amis se raconteraient en se moquant, en disant « Marie, elle t'a encore fait fort ». Mais là, ce n'était pas drôle. J'étais terrifié. Et ce Pierre, il avait cette façon de parler du lien comme si c'était la chose la plus normale du monde. Comme si le destin avait été scellé par mes propres paroles, alors que j'étais à deux doigts de vomir dans un buisson. En même temps, une partie de moi, celle qui aimait secrètement les films d'aventure, était un peu fascinée, n'importe quoi. C'était juste l'adrénaline. Ou le sucre des lycopodes, ou le manque de sommeil, aucune idée. Bref, retour à l'histoire. Plus tard, je comprendrai ce que ça représentait pour elle. Émilie avait cru trop profondément, trop longtemps, que la déesse de la lune avait tracé son chemin à ses côtés. Et maintenant, elle voyait une étrangère déconcertée, réticente, réclamer la place qu'elle avait passé des années à préparer. Je pouvais pratiquement sentir le ressentiment crépiter. Thomas, sentant le danger, a éclairci bruyamment sa gorge. « D'accord, a-t-il dit, tout le monde respire. Pas de meurtre avant le lever du soleil. » Marc lui a lancé un regard sec, mais Thomas a juste haussé les épaules. Je ne suis pas resté assez longtemps pour les entendre se disputer. Je me suis éloigné, lente et instable, ne voulant rien d'autre que de disparaître dans ma vie tranquille. Sauf que je n'avais plus de vie tranquille. Pas tant que j'étais lié par un lien surnaturel que je n'avais jamais demandé. Pas tant que j'étais observé par des loups élevés dans le devoir, la hiérarchie et des instincts que je ne comprenais pas. Et certainement pas avec une louve comme Émilie, qui rôdait avec une tempête qui grondait derrière ses yeux. En milieu de matinée, j'étais de retour chez moi, épuisé, humilié et maintenant fraîchement terrifié. J'avais besoin de me réancrer. J'avais besoin de normalité. Et il n'y avait exactement que deux personnes qui pouvaient me donner cela. Julien et Sophie sont arrivés sans même qu'on le leur demande. Les meilleurs amis ont ce radar intégré. Ils apparaissent quand le monde commence à s'effondrer. Julien est arrivé le premier. Grand, direct, et toujours l'air d'être sorti d'une dispute. Sophie est arrivée quelques minutes plus tard, plus silencieuse mais férocement loyale. Le genre à pouvoir te détruire poliment si nécessaire.
Je me suis laissé tomber sur le canapé. Je crois que je suis lié à l'Alpha Roi. Julien a cligné des yeux lentement. De cette meute? Non, j'ai répondu avec un air impassible. L'Alpha Roi du verger d'ananas. Oui, de cette meute. Sophie s'est assise à côté de moi, les mains chaudes et apaisantes. Recommence depuis le début. Je l'ai fait. Tout le tourbillon chaotique s'est déversé. Le festival de la flamme lunaire, les lycopodes, la proposition enivrante, l'acceptation inattendue de Pierre et la désastreuse tentative d'évasion de ce matin. Julien a écouté avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Donc, tu me dis que tu t'es saoulé, tu as fait ta demande en mariage à un monarque surnaturel, tu t'es évanoui, et il a juste dit « Bien sûr, elle est à moi maintenant ». J'ai dit que j'en avais fini avec les rencontres. J'ai marmonné dans mes mains. L'univers n'avait pas besoin de prendre ça au pied de la lettre. Sophie m'a frotté le dos doucement. « Marie, ça va? » Je ne sais pas, j'ai admis. Chaque fois qu'il est prêt, j'ai l'impression que la gravité déconne avec moi. Et pas de la manière mignonne des romans à l'eau de rose, plus comme un champ magnétique qui n'a pas demandé ma permission. Julien a posé un coude sur la table. Et cette femme, Émilie, quel est son problème? J'ai frissonné. Elle m'a regardé comme si je lui avais volé quelque chose. Tu l'as fait? A demandé Julien. Julien, a averti Sophie. J'ai secoué la tête. Non, je n'ai rien volé à personne. Elle est juste obsédée. Et je veux dire obsédée avec un grand O. Julien a expiré brusquement. Eh bien, les gens obsédés sont prévisibles. Ils deviennent jaloux, puis stupides, puis dangereux. Je n'aimais pas cette prédiction du tout. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, Émilie Nuitard se déplaçait comme une ombre à travers les sous-bois. Ses pensées s'agitaient, plus sombres que la terre sous ses bottes. Destin, lien, compagne choisie. Des mots qu'elle avait appris à croire s'appliquaient à elle. Depuis l'enfance, elle s'était entraînée pour cela, s'était battue pour cela, avait saigné pour cela. Pierre était plus que son roi. Il était le centre de son but, l'axe autour duquel chaque ambition avait tourné. Et maintenant, une fille sans sang de loup, sans entraînement, sans héritage, sans aucune légitimité. Une fille qui sentait la peur et la douceur humaine avait pris ce qui était à elle. Émilie a atteint une bûche tombée et l'a brisée net en deux avec ses mains nues. Le craquement a résonné comme un os qui se brise. Elle pouvait encore voir l'expression de Pierre quand il avait regardé Marie, concentré, revendicatif, attiré. Le lien avait accepté la fille. La lune avait accepté la fille. Même Pierre, qui laissait rarement l'émotion affleurer, ne pouvait cacher l'attirance. Mais Émilie voyait plus profondément. La fille ne le voulait pas. Elle craignait le lien, en ressentait du ressentiment, et cela la rendait faible. Une proie facile. Émilie a fermé les yeux, respirant la légère trace du parfum de Marie qui persistait dans sa mémoire. Elle n'avait pas besoin d'attaquer Marie de front. Pas encore. Il y avait d'autres méthodes, des méthodes anciennes, des méthodes que les loups utilisaient bien avant que la diplomatie ne remplace l'instinct. La place d'une fille humaine dans une meute dépendait d'une seule chose, la pureté de la revendication. Si cette pureté était détruite, le lien se fracturerait. Émilie a chuchoté aux arbres. Si le lien se brise, il reviendra à moi. La forêt a semblé trembler comme si elle reculait à cette pensée. De retour chez moi, le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres, alors que je regardais Julien et Sophie avec un épuisement palpable. J'aimerais que ce soit un mauvais rêve, j'ai dit. Je préférerais me réveiller fauché et avec la gueule de bois. Je préférerais perdre mon emploi. Bon sang, je préférerais 3 factures surprises plutôt que d'être magiquement lié à un roi qui pense que les vœux prononcés en étant ivre comptent comme le destin. Sophie m'a serré la main. On va t'aider à traverser ça. Julien s'est levé. Première règle, plus de courses dans les forêts comme une proie. Les loups chassant la proie. Tu ne veux pas de cette dynamique. J'ai gémi. Je suis la proie.
Tu es la future Luna, a corrigé Sophie doucement. Tu ne le sens juste pas encore. J'ai frotté mes tempes. Et Émilie? Julien a répondu pour elle. Émilie est la louve qui a passé toute sa vie à croire qu'elle avait déjà le poste. Et crois-moi, les gens comme ça ne lâchent pas facilement. J'ai fermé les yeux. Oui, je ne savais que trop bien cela. Quelque part dans les arbres, Émilie planifiait déjà son prochain coup, et je pouvais sentir l'orage gronder. La nuit est tombée sur les terres de la Meurthe comme un rideau de velours quand Pierre est enfin réapparu. J'avais passé le reste de la journée avec Julien et Sophie. Mais à mesure que la soirée s'installait, un silence pesant s'est fait sentir. Mes amis sont finalement partis à contre-cœur avec des avertissements de verrouiller mes fenêtres et de refuser de voyager seul. Mais une fois qu'ils sont partis, ma maison m'a semblé trop silencieuse, trop exposée. L'air vibrait d'une énergie que je ne pouvais nommer, une attraction que je ne pouvais faire taire. Le lien était éveillé et il voulait quelque chose. J'étais juste assise sur mon lit quand un coup doux et régulier a résonné à travers ma maison. Pas frénétique, pas exigeant, juste délibéré. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la porte pour savoir qui c'était. J'ai inspiré, me préparant, puis je me suis dirigé vers le salon. Pierre Draven se tenait dans l'embrasure de la porte, encadré par le clair de lune et la tension. Pas un soldat, pas un roi, juste un homme alourdi par quelque chose qu'il n'avait pas encore dit à haute voix. « Puis-je entrer » a-t-il demandé. Le ton poli m'a surprise, je me suis écarté. « Vous êtes l'Alpha Roué, avez-vous vraiment besoin de permission ?» « Oui. » Son regard a rencontré le mien. « Pour ça, oui. » Il est entré lentement, fermant la porte derrière lui avec un léger clic qui a semblé trop définitif, trop intime. J'ai croisé les bras, en partie pour me donner du courage, en partie pour que mes mains tremblantes ne soient pas évidentes. « C'est à propos de tout à l'heure ?» j'ai demandé. « En partie. » Pierre a fait une pause, scannant mon visage comme pour confirmer que j'étais indemne. « Vous avez couru. Le lien a réagi trop fortement. Il aurait pu se déstabiliser. Vous voulez dire qu'il aurait pu se briser? Non. » Sa voix a baissé. « Il aurait pu vous blesser. » J'ai cligné des yeux. Pourquoi me blesserait-il? Parce que résister à un lien véritable est comme résister à la gravité. Vous pouvez le combattre, mais la tension n'est pas unilatérale. Il s'est rapproché. Et je ne veux pas que vous soyez blessé. Pour la première fois, quelque chose d'unguarded a traversé ses traits. Pas de commandement, pas de devoir, quelque chose de plus calme, quelque chose de presque vulnérable. Mon cœur a eu un raté, confus par le changement. « Pourquoi ?» j'ai demandé. Pierre a maintenu mon regard, « Parce que vous êtes ma compagne. » « Mais vous ne me connaissiez même pas. » « Non, » il a acquiescé, et c'est précisément là le problème. Il est passé devant moi non pour me dominer, mais pour s'asseoir tranquillement, délibérément, au bord de mon canapé. Non pas un roi exigeant de l'espace, mais un homme offrant sa présence. J'ai hésité, puis je me suis assise en face de lui. Pierre a pris une inspiration régulière. Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi j'avais refusé les liens pendant des années. J'ai hoché la tête. Il y a eu une longue pause, comme s'il cherchait par où commencer. Mon père a accepté la mauvaise compagne, a dit Pierre finalement. Une femme choisie non par la lune, mais par la politique. Leur lien était faible, instable. Cela l'a affaibli. Cela a rendu notre meute vulnérable. Quand elle est morte, il s'est effondré. Quand il est mort, Pierre a exhalé lentement. La meute a failli tomber avec lui. J'ai senti le poids dans sa voix, lourd, ancien et rarement exprimé. J'ai juré que je ne me lierais jamais à moins que la lune ne choisisse pour moi, a-t-il continué. Pas mon conseil, pas la tradition, pas la pression, pas la peur. Alors vous avez évité les relations. J'ai tout évité. La cour, les rituels, les liens d'essai. J'ai gardé mes distances avec quiconque essayait de forcer un avenir en place. Sa mâchoire s'est serrée, y compris Émilie.
J'ai légèrement grimacé. Elle semble déterminée. La détermination n'est pas le destin, a dit Pierre. Et l'obsession n'est pas la fatalité. Les mots ont flotté entre nous. Pierre a cherché mon visage, une douceur affleurant dans son expression. Je pensais que la lune choisirait quelqu'un de puissant, quelqu'un d'entraîné, quelqu'un qui comprenait la vie de la meute, quelqu'un qui voulait le trône autant que moi. Il a fait une pause. Puis je vous ai entendu. Mon souffle s'est bloqué, alors que j'étais ivre. Oui, quelque chose comme de l'amusement a traversé ses yeux. Vous avez déclaré vos intentions à la lune avec la subtilité d'un coup de tonnerre. Ce n'est pas la même chose que le destin. J'ai argumenté. Je n'étais pas sérieuse. La lune ne mesure pas le sérieux par la sobriété, elle mesure la vérité. J'ai secoué la tête. Quelle vérité? Que vous vouliez un lien assez fort pour changer votre vie, a dit Pierre simplement. Un lien digne d'être choisi. Je me suis figé. Sa voix était trop calme, trop certaine. Et quelque chose en moi, quelque chose que je ne voulais pas reconnaître, y a répondu. Pierre ne s'est pas rapproché, mais le lien a pulsé faiblement entre nous, réchauffant l'air. Vous pensez que c'est le destin? J'ai chuchoté. Juste parce que j'ai dit quelque chose de stupide sous une pleine lune? Non, a dit Pierre. Et puis très doucement, je l'ai senti au moment où je vous ai touché. Le lien n'a pas été forcé. Il s'est réveillé, il a choisi et il a concordé. J'ai dégluti difficilement. Même si je ne suis pas prête, j'attendrai. Il s'est levé lentement, son regard ne quittant jamais le mien. Mais le lien est déjà en formation. Vous le sentez. Je le pouvais. Mon Dieu, je le pouvais. Un battement silencieux à la base de ma colonne vertébrale. Une chaleur sous ma peau quand il me regardait. Un sentiment de lui toujours là, juste au bord de mes pensées. Vous avez peur, a-t-il dit, me lisant facilement. Je comprends. Je ne veux pas que ma vie soit décidée pour moi, j'ai chuchoté. Ce n'est pas le cas, a répliqué Pierre. Elle ne fait que commencer. Il a reculé vers la porte, me donnant de l'espace, mais pas de la distance. Reposez-vous ce soir, a-t-il dit. Demain, vous et moi parlerons à nouveau. Pourquoi demain? J'ai demandé. Ses yeux ont maintenu les miens avec une certitude inébranlable. Parce que le destin est patient, Marie. Mais je ne pars pas. Le lien a pulsé de nouveau, plus chaud cette fois. Bienvenue. Et pour la première fois, je ne me suis pas dérobé. Le lendemain à l'aube, le monde semblait différent. Je ne savais pas comment l'expliquer, seulement que quelque chose dans l'air avait changé pendant la nuit. Le lien ronronnait faiblement sous ma peau, doux mais indéniable, comme un battement de cœur que je pouvais entendre même quand tout le reste était silencieux. Je ne l'avais pas demandé. Je ne le voulais pas. Mais maintenant, je ne pouvais pas nier qu'il était là, et les loups non plus. Thomas a été le premier à remarquer la perturbation dans la forêt ce matin-là. Gamma de la meute, aiguisé comme l'acier et 2 fois plus têtu. Il s'est figé au milieu d'une patrouille, ses narines frémissantes. Un mouvement. Des rogues, mais faibles. Si faibles que ça aurait pu être un renard égaré ou un adolescent fraîchement transformé qui se faufilait pour flirter. Il a de nouveau scruté la lisière des arbres. Rien d'autre que le vent et les feuilles. La forêt ne contenait aucune tension, aucun avertissement, aucun signe avant-coureur, juste le calme matinal. Thomas a détendu ses épaules. Probablement rien. Il se souviendrait de cette phrase plus tard avec de profonds regrets, mais pas encore. Pour l'instant, il a attribué la sensation à un instinct trop actif, agité par le chaos de la veille. L'alpha-roi revendiquant une compagne était un événement sismique. La meute vibrait des conséquences. Même la terre sous eux semblait s'ajuster. Il a avancé, inconscient des yeux qui le regardaient, camouflés dans les ombres plus profondes derrière lui. Des yeux appartenant à des loups qui ne faisaient pas du tout partie de la meute. Loin de la portée de Thomas, Émilie Nuitard se déplaçait avec détermination,
son manteau traînant comme une lame dans l'obscurité. Elle est entrée dans une clairière cachée, l'air épais de l'odeur de rogue. Sauvage, indompté, désaligné. Quentin a émergé des ombres, chef des rogues, un loup dont la réputation portait des murmures de brutalité et de ruse. Exactement le genre dont Émilie avait besoin. « Vous avez appelé », a dit Quentin, d'une voix grave et rauque, comme du gravier traîné sur la pierre. Émilie a rencontré son regard sans ciller. « J'ai un travail. » Quentin a souri. « Je ne travaille pas gratuitement. »« Vous serez payé avec ce que vous désirez le plus, » a-t-elle répliqué. Chaos, fracture, une rupture de la stabilité de l'Alpha-Roi. Cela a attiré son attention. « Et la cible ?» a-t-il demandé. Les ongles d'Émilie se sont enfoncés dans sa paume alors qu'elle prononçait le nom. Marie-Rose. Le sourire de Quentin s'est élargi. « Ah, la petite humaine. Vous voulez l'éliminer? » Non, la voix d'Émilie était glaciale. « Je veux qu'elle soit ruinée. Je veux que son lien soit corrompu. Elle doit être intouchée quand elle sera rendue, mais pas indemne. » Quentin a compris instantanément. Son sourire s'est aiguisé. Vous voulez que sa pureté soit détruite. Émilie n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. L'Alpha-Roi le sentira au moment où ça arrivera, a ajouté Quentin. Ça brisera quelque chose en lui. Les yeux d'Émilie ont brillé d'une froide satisfaction. Exactement. Un accord a été conclu. Les ombres les ont tous deux engloutis. Pendant ce temps, je me tenais sur le terrain d'entraînement derrière le château, haletante, la sueur coulant le long de ma colonne vertébrale. Aujourd'hui, c'était ma première séance officielle pour renforcer mon corps, calmer ma peur, aiguiser des instincts que je ne savais pas avoir. Je détestais chaque seconde, principalement parce que Pierre insistait pour superviser. Il se tenait sur le côté, les bras croisés, l'expression impénétrable, mais ses yeux suivaient chacun de mes mouvements avec l'intensité de quelqu'un qui mémorise mes rythmes respiratoires. J'ai de nouveau frappé, manquant la cible d'entraînement. Pierre ne parlait pas, mais je le sentais regarder de trop près, avec trop d'intensité. Thomas est finalement arrivé en retard et exaspéré. Elle s'entraîne, elle ne passe pas d'audition. Arrête de la fixer comme si elle était la lune incarnée. Pierre n'a pas détourné le regard. J'observe. Vous planez, a riposté Thomas. J'ai laissé tomber le bâton d'entraînement et j'ai lancé un regard noir. Arrêtez tous les deux de parler comme si je n'étais pas là. Le regard de Pierre s'est adouci. Alors prouvez que vous êtes là. Ce n'était pas un défi, c'était une invitation. Et pour la première fois, j'ai fait un pas vers elle, ignorant qu'à la lisière lointaine des arbres, des yeux de rogue avaient déjà fixé mon avenir et ma perte. La soirée s'est installée sur les terres de la Meute avec un calme trompeur. Le terrain d'entraînement s'était vidé il y a des heures. Pierre m'avait finalement laissé seul à contre-cœur, insistant pour que je me repose. J'ai fait semblant de ne pas être soulagé, mais la pression de sa présence attentive persistait sur ma peau, comme une chaleur qui refusait de s'estomper. Julien est resté avec moi, arpétant mon petit salon comme un chien de garde inquiet. « Tu es tendu, » j'ai dit, le regardant passer devant ma bibliothèque pour la 5e fois. « Tu attires les problèmes, » a marmonné Julien, le genre qui vient avec des griffes et l'autorité de la couronne. Pardonne-moi d'être un peu sur les nerfs. Sophie était partie plus tôt pour cueillir des herbes pour une tisane calmante. Julien insistait sur le fait que j'en avais plus besoin que l'Alpha-Roi n'avait besoin de contrôle. Mais maintenant qu'elle était partie, une étrange tension remplissait la maison. Le silence semblait pesant, l'air épais. Julien s'est figé. « Tu sens ça ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas senti. Pas au début. Puis une étrangeté a traversé la pièce. Une ondulation dans ma poitrine. Pas de douleur, mais une traction. Une attirance instinctive que je ne comprenais pas. Mon cœur a raté un battement. Quelque chose ne va pas. J'ai chuchoté. Julien a tendu la main vers moi. Trop tard. La fenêtre arrière a éclaté vers l'intérieur dans une explosion de verre et de griffes.
3 loups au pelage sombre, grognant, puant l'odeur de rogue, ont bondi à l'intérieur. J'ai hurlé alors que Julien me poussait derrière lui, se transformant partiellement, ses yeux flamboyants de fureur protectrice. « Cours !» a-t-il aboyé. J'ai essayé, mais un loup a frappé Julien violemment, le projetant contre le mur. Le craquement de l'impact était écœurant. Julien s'est effondré, haletant, du sang s'étalant sur son épaule. « Julien !» j'ai crié. Un autre loup m'a attrapé par derrière, les griffes s'enfonçant dans mes bras. La douleur m'a transpercé alors que je me débattais, donnant des coups de pied, me tordant, essayant de me libérer. Le rogue a grogné, me plaquant d'une main sur la bouche. « C'est elle », a-t-il sifflé aux autres. « Prenez-la. » « Non, non !» Mon cri a été étouffé, le désespoir déchirant ma gorge. J'ai tendu la main vers Julien, qui griffait faiblement le sol, essayant de se relever. « Lâchez-la !» a-t-il étouffé. Un coup sauvage l'a assommé. J'ai senti mon courage s'effondrer. Des mains m'ont lié les poignets. Un bandeau m'a couvert les yeux. Les rogues m'ont soulevé, me traînant par la fenêtre, loin de ma maison, loin de la sécurité, loin de Pierre. L'air froid a giflé ma peau alors que j'étais emporté dans la forêt. L'obscurité m'a englouti. J'ai de nouveau donné un coup de pied, m'attirant d'un avertissement grogné. « Arrête de te battre, la maîtresse te veut vivante. » Maîtresse Émilie. La terreur m'a envahi dans une vague glaciale. À des kilomètres de là, au plus profond de l'alcool, Pierre s'est raidi. Il l'a senti instantanément. Le lien s'est resserré, puis s'est agité de panique, le frappant comme un coup à la poitrine. Son souffle a disparu. Son loup a surgi, hurlant dans ses veines avec une fureur incontrôlée. « Marie !» Le mot unique a déchiré de lui, bride et féroce. Marc, sentant le changement, s'est retourné vers lui. « Que s'est-il passé? » Elle a été prise. Le son que Pierre a émis n'était pas humain. Les murs ont vibré sous la force de son rugissement, alors que son pouvoir montait de manière incontrôlable, faisant vibrer les lanternes, secouant la pierre. Thomas a fait irruption derrière Marc. Des rogues à la frontière, plusieurs odeurs se déplaçant rapidement. Les yeux de Pierre ont brillé d'or, brûlant d'une clarté mortelle. « Traquez-les !» Sa voix était de la glace recouverte de feux de forêt. « Elle est à moi !» a-t-il grogné, « et je déchirerai les terres sauvages argentées pour la récupérer. » L'Alpha-Roi s'est transformé, les os craquant, la puissance explosant vers l'extérieur. Et quelque part dans les bois sombres, j'ai hurlé son nom. Mais les rogues ne m'ont traîné que plus profondément, vers Émilie, vers le piège, vers un destin que Pierre tuerait le monde pour arrêter. Ma vision est revenue lentement, les formes se durcissant du voile flou en pierre déchiquetée, éclair de lune froid. Chaque muscle hurlait alors que j'essayais de bouger, seulement pour réaliser que mes poignets et mes chevilles étaient liés étroitement, sans merci à un ancien autel sculpté de runes qui pulsait comme un battement de cœur mourant. L'air sentait les herbes brûlées et le fer et une très profonde étrangeté. Les terres sauvages argentées étaient calmes, trop calmes. Puis Émilie est apparue. La lumière de la torche sculptait des ombres plus dures sur son visage, aiguisant sa beauté en quelque chose de prédateur. Elle portait des robes cérémonielles argentées, mais elle n'était moins sanctifiée par une prêtresse de la lune. Elles étaient brodées de marques de rogue et de quelque chose de plus sombre, de la magie volée. « Enfin réveillée !» a murmuré Émilie, sa voix douce comme une lame polie. « J'avais peur que tu dormes pendant ton propre anéantissement. » J'ai de nouveau lutté contre les liens, la fureur montant. « Émilie, c'est insensé. Quoi que tu penses faire, ce que je fais, » a coupé Émilie, « c'est mettre fin à cette farce avant qu'elle ne détruise tout. » Ses yeux brûlaient d'une instabilité, trop brillant. « Tu n'étais jamais destiné à être Luna. Pierre n'était jamais destiné à te regarder comme il me regarde. » Mon souffle s'est bloqué. Il ne... Oh, si!
un sourire tordu. Mais pas assez, pas encore, pas irrévocablement. Et c'est précisément pourquoi ce rituel doit avoir lieu ce soir. Émilie a levé une pierre de lune déchiquetée, noircie, fissurée, vibrante d'une lueur corrompue. Ses veines pulsaient comme quelque chose de vivant. Mon cœur a cogné fort contre mes côtes. J'avais lu des histoires de pierres corrompues dans d'anciens textes à moitié interdits, dans des avertissements chuchotés par des sorcières bannies. Elles pouvaient briser ou déformer des liens. Elles pouvaient tuer. Et elles exigeaient toujours un prix. Émilie, tu ne sais pas à quoi tu touches. Le sourire d'Émilie s'est élargi, fragile et triomphant. Je sais exactement à quoi je touche. Elle a levé la pierre plus haut, laissant sa lumière malade se répandre sur ma peau. Penses-tu que j'ai traversé des années à me tenir à ses côtés, juste pour être remplacé par une humaine qui a trébuché par accident? J'ai résisté à son regard, refusant de scier. Tu vas te détruire avant de me détruire. Le rire d'Émilie était grave, glaçant. Je suis prête à payer ce prix. Es-tu prête à payer le tien? Derrière elle, Quentin et deux loups brogues chantaient d'une cadence basse et rythmée, leur voix raclant l'air comme de la rouille. Les runes sous ma colonne vertébrale ont commencé à briller plus intensément. La chaleur montait, aiguë et rampante, comme si l'autel lui-même se réveillait. J'ai tordu mon corps, la respiration haletante. Je pouvais sentir la magie se rassembler. De l'électricité statique dans l'air, une pression dans ma tête, une traction profonde dans ma poitrine, où le lien de compagne en formation vivait comme un fragile fil de lumière. Je l'ai senti se resserrer, et puis il a reculé, s'est brisé, a hurlé. Pas mon cri, celui de Pierre. Ce n'était pas un son dans l'air, c'était dans mon crâne, dans mes os. Un rugissement féroce, instinctif d'un homme dont le lien avait été violemment tiré de son centre. Les runes se sont enflammées en réponse. J'ai haleté alors que la magie brûlait mes bras, me rongeant les veines comme du feu liquide. Émilie s'est rapprochée, tenant la pierre de lune au-dessus de mon cœur. Par la lumière corrompue, elle a chuchoté. « Je te sépare de lui. » Non. J'ai tressailli, désespéré, le souffle déchiré. « Émilie, arrête! » Mais la pierre est tombée, non pas sur moi, mais a plané une fraction au-dessus de mon sternum, retenue par un champ de force tordu, alors que le rituel se verrouillait en place. L'obscurité a ondulé vers l'extérieur. Je l'ai senti comme une griffe autour de mon âme. Une explosion soudaine de vent a traversé la clairière. Les torches ont vacillé violemment, et quelque part dans les terres sauvages argentées, un hurlement est fendu la nuit, brut, enragé, imparable. Pierre arrivait. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés, non par peur, mais par un plaisir fiévreux. « Qu'il vienne », a-t-elle soufflé. « Il arrivera juste à temps pour te voir tomber. » La pierre de lune corrompue pulsait au-dessus de ma poitrine. Un battement, deux, chaque pulsation tirant de la chaleur à travers mes os. Émilie a chanté plus vite, sa voix déchirant la clairière comme du verre brisé. L'air vibrait, l'autel tremblait, et j'ai senti le lien de compagne s'effilocher comme une corde sur le point de se rompre. Puis la forêt est devenue silencieuse. Pas calme, silencieuse, comme si chaque arbre, chaque créature, chaque souffle dans les terres sauvages argentées s'était figé. Les mots d'Émilie se sont bloqués. Un grondement sourd a commencé sous la terre. Le vent a inversé de direction. Les ombres se sont étirées entre les arbres et Pierre est arrivé. Pas en marchant, pas en courant, mais en explosant de la lisière des arbres dans un flou de puissance monstrueuse. Moitié homme, moitié loup, entièrement colère. Sa forme d'alpha se dressait, ses larges épaules hérissées de fourrure de charbon, ses yeux brûlants d'une intensité dorée qui n'était manifestement plus civilisée. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ce n'était pas le calme contrôlé et dangereux de l'alpha-roi. C'était la force de la nature sous la couronne. Émilie a reculé instinctivement. Même elle n'était pas assez imprudente pour prétendre que c'était la version de Pierre dont elle voulait l'attention.
Les loups rogues ont réagi les premiers. Pauvres idiots! Quentin a bondi avec un grognement, brandissant d'une lame taillée dans l'os. Pierre n'a pas hésité. Il s'est déplacé comme la mort elle-même, brutale et rapide. Un seul coup a envoyé Quentin s'écraser contre un arbre avec un bruit sourd et écœurant. Un deuxième rogue a chargé. Pierre l'a attrapé en plein vol et l'a projeté au sol si fort que la terre s'est fendue. Le troisième rogue n'a même pas eu la chance de crier. Les mâchoires de Pierre se sont refermées autour de son épaule, déchirant les muscles et les os avec une précision terrifiante. Il a laissé tomber le corps inerte sans regarder en arrière, déjà en mouvement. Ce n'était pas un combat, c'était une oblitération. La façade d'Émilie a craqué pour la première fois. « Pierre, attends, écoute-moi !» Mais l'alpha n'a pas cessé. Il s'est avancé vers elle, chaque pas délibéré, contrôlé seulement par la plus mince menace de la raison. Ses griffes gouttaient, sa respiration était un grognement guttural et grave. « Tu l'as touché. » Les mots sont sortis déformés, à moitié grognés, à moitié humains. Émilie a levé les mains. « J'ai essayé de vous sauver, » a-t-elle insisté, la voix tremblante. « Elle n'est pas faite pour vous. Elle vous affaiblit. Vous aviez besoin d'être libéré d'elle. » Le grognement de Pierre a secoué l'air. « Tu as essayé de rompre un lien qui ne t'appartenait pas de toucher. » Une terreur pure a traversé les yeux d'Émilie. « S'il vous plaît !» Mais Pierre s'est déjà détourné d'elle parce que j'ai haleté. La pierre de lune corrompue avait commencé à s'enfoncer vers ma poitrine, attirée par les dernières griffes de magie du rituel. Pierre a pivoté, déchirant la dernière barrière de runes avec un rugissement qui a fait craquer l'autel de pierre. La magie a crépité violemment alors qu'il arrachait les liens de mes poignets. Je me suis effondré en avant, mais Pierre m'a rattrapé instantanément, me soulevant dans ses bras avec une douceur qui contredisait le carnage derrière eux. Sa forme massive a tremblé alors que le lien de compagne se remettait en place, brut et brûlant. Il m'a bercé comme si j'étais la seule encre le gardant humain. J'ai cligné des yeux vers lui, épuisé, désorienté. Pierre, ma voix était à peine un murmure, mais cela l'a figé. Son loup a reculé juste assez pour que ses yeux s'adoucissent. Toujours doré, toujours féroce, mais ancré. « Vous êtes en sécurité maintenant », a-t-il dit, la voix rauque par la transformation. « Je vous tiens. » Il n'a pas jeté un autre regard à Émilie, ni une menace, ni même un signe de reconnaissance. Il m'a simplement serré plus fort, s'est tourné vers les arbres et m'a porté hors de la clairière comme un roi qui reprend ce qui a toujours été à lui. Derrière eux, la pierre de lune a craqué et Émilie a réalisé qu'elle n'avait pas brisé leur lien du tout. Elle l'avait renforcé. Sophie travaillait vite, ses mains stables alors qu'elle pressait des baumes cicatrisants sur les contusions le long de mes côtes. L'odeur d'herbe, fraîche, âcre, apaisante, remplissait la pièce, mais je la remarquais à peine. J'étais allongé sur les oreillers, épuisé, en âme. C'est épuisé mais vivante, essayant de reconstituer les fragments du rituel et la terreur pure de la nuit. De l'autre côté de la pièce, Pierre était assis comme une sentinelle de pierre. Il n'avait pas bougé depuis leur retour, pas une seule fois, pas même quand Sophie l'avait réprimandé pour s'être tenu trop près. J'ai essayé de cacher un petit sourire. Sophie lui avait dit de me laisser de la place pour respirer, mais Pierre avait simplement ajusté sa chaise de 3 centimètres et avait déclaré que c'était suffisant. Sophie avait abandonné après ça. Maintenant, il me regardait avec une intensité qui rendait l'air lourd, comme si chaque souffle qu'il libérait était un aveu qu'il n'était pas prêt à formuler. « Buvez ça », a instruit Sophie en plaçant une tasse fumante dans mes mains. « Ça calmera les répliques de la magie corrompue. » J'ai hoché la tête, sirotant prudemment. Ma gorge protestait, mes muscles brûlaient. Pourtant, sous tout cela, il y avait autre chose. Une chaleur que je ne pouvais pas nommer, ronronnant doucement entre lui et moi. Un lien pas complètement formé, mais vivant. Après le départ de Sophie, le silence s'est installé entre nous. Pas gênant,
juste danse. Mon regard a dérivé vers lui. Pierre s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, ses yeux fixés sur moi comme si je pouvais disparaître s'il détournait le regard. « Vous n'avez pas besoin de rester, » ai-je murmuré. Sa réponse a été immédiate. « Je ne pars pas. » J'ai exhalé lentement. « Pierre, ça va. »« Vous avez failli m'être enlevé, » a-t-il dit d'une voix grave et rauque. « Vous étiez attaché à un hôtel, terrifié, seul, et je ne suis pas arrivé assez vite. » J'ai cligné des yeux. Vous avez traversé une forêt et une meute de rogues comme s'ils étaient dans papier. Je dirais que vous êtes arrivé assez vite. Cela lui a valu le plus faible des changements d'expression, quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais proche. J'ai soudainement senti la chaleur monter à mes joues et j'ai détourné le regard. Il a éclairci sa gorge, son regard tombant sur le sol un instant, comme s'il luttait avec quelque chose de profond en lui-même. « Je l'ai senti, » a-t-il dit enfin. J'ai levé les yeux. « Senti quoi? »« Le lien, » a répondu Pierre. « La première étincelle au moment où vous avez proposé. » Oh, fantastique. J'aurais souhaité pouvoir me fondre directement dans le matelas. J'étais complètement ivre, ai-je marmonné. Ses yeux se sont encore adoucis. Et pourtant, c'était honnête. Je me suis figé. Il s'est penché légèrement plus près, sa voix prudente mais sans défense. « J'ai résisté aux liens toute ma vie, » a-t-il dit. « Je les ai rejetés, je les ai craints. J'ai vu ce qu'ils ont fait à mon père. À quel point ils étaient consommateurs. J'ai juré que je ne laisserais jamais un lien dicter ma force ou mon trône. J'ai dégluti. Mais quand vous vous êtes tenu là, ivre de lune et furieuse contre le monde, et que vous m'avez dit de vous épouser, il a exhalé un truc tremblant et incrédule. Quelque chose a changé, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mon cœur a pulsé douloureusement dans ma poitrine. Pierre, je ne sais pas ce que je fais. Je ne suis pas digne d'être Luna. Je suis à peine digne d'être Marie. Il a tendu la main assez lentement pour que je puisse la retirer. Je ne l'ai pas fait. Vous avez survécu à un rituel conçu pour briser votre esprit, a-t-il dit. Vous avez résisté à Émilie même en étant terrifiée. Vous ne vous voyez pas clairement, Marie, mais moi si. Le lien a de nouveau pulsé entre eux. Chaud, lumineux, indubitable. J'ai pris une inspiration tremblante. Je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de foi, a dit Pierre. Restez juste. Les mots n'étaient pas un ordre. C'était un plaidoyer. J'ai rencontré son regard, le poids de tout se posant enfin. Pas de peur, pas d'obligation, mais quelque chose de dangereux, quelque chose d'excitant. Lentement, j'ai hoché la tête, et Pierre, l'alpha roi qui ne laissait jamais personne s'approcher, s'est enfin autorisé à respirer. Même sous étroite surveillance, la meute restait agitée. Les rumeurs sur la trahison d'Émilie se sont répandues comme une traînée de poudre, et Pierre a doublé la sécurité autour de l'infirmerie où je me remettais. Mais le danger a une façon de se faufiler à travers les fissures, surtout quand il est alimenté par l'obsession. Au matin, le ciel était bas et gris, pesant sur le territoire comme un avertissement. J'étais assise sur le banc rembourré sous la fenêtre, enveloppé dans une couverture que Sophie avait insisté pour que je garde. Mes muscles me faisaient encore mal, mais mon esprit était plus clair maintenant. Je rejouais la confession de Pierre encore et encore, sentant le lien ronronner en moi comme un charbon ardent. Je n'ai pas remarqué l'ombre qui bougeait le long du toit. Marc, lui, l'a fait. Le bêta a arpenté le périmètre. Ses sens de loup aiguisés par la culpabilité de ne pas avoir prédit la trahison d'Émilie plus tôt. Au moment où il a perçu le moindre changement d'air au-dessus de l'infirmerie, il l'a suivi, silencieux, prêt à bondir. À l'intérieur, je me suis levé et me suis étiré, inconsciente de la menace qui se faufilait par la fenêtre ouverte derrière moi. Un murmure d'air froid m'a effleuré le cou. Je me suis retourné. Émilie a bondi. Ses yeux étaient sauvages, féroces, pleins de désespoir et de folie. Sa tresse autrefois parfaite s'était défaite, des traces de saleté,
et de sang marquant son visage pâle. Elle tenait une lame d'argent courbée, le genre conçu pour couper profondément et tuer net. « Tu n'as pas ta place ici », a-t-elle sifflé. Il était censé me choisir. Moi, tu n'es rien. Tu es une erreur qu'il refuse de corriger. Je me suis trébuché en arrière, heurtant le mur. Mon cœur a cogné contre mes côtes. « Émilie, arrête !» Plus de chance, a respiré Émilie, s'avançant comme un prédateur, savourant l'instant. Plus d'interruptions. Je vais arranger ce lien, le briser, l'effacer. Quoi qu'il arrive, la lame s'est levée. Marc a traversé la fenêtre. Le bêta a plaqué Émilie avec la force d'un éboulement, la faisant tomber au sol si fort que les lattes du plancher ont craqué. Son cri a résonné dans la pièce, brut et furieux. La lame a glissé sur le sol, disparaissant sous une armoire. Je me suis appuyé contre le mur, le souffle saccadé. Marc a immobilisé Émilie, grognant. « Vous êtes fini !» a-t-elle craché. « Vous croyez qu'il va vous remercier pour ça? Pierre a besoin de quelqu'un de fort, de quelqu'un de digne. Vous avez perdu le droit de prononcer son nom, » a claqué Marc. Des pas ont tonné dans le couloir. Sophie, Julien, des gardes. Et puis Pierre lui-même est entré, les yeux déjà brillants d'une fureur à peine contrôlée. Quand il a vu Émilie, son expression est devenue froide. Pas en colère, pas blessée, définitive. « Émilie Nuitard », a-t-il dit, la voix profonde comme un front de tempête. « Vous vous introduisez sur mon territoire. Vous tentez de tuer ma compagne. Vous violez les plus anciennes lois de la lignée des loups. » Sa mâchoire s'est serrée et la pièce a semblé s'obscurcir autour de lui. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Écrasée sous Marc, Émilie a ri, un son brisé et tremblant. Elle vous ruinera, vous verrez. Vous regretterez de l'avoir jamais touchée. Pierre s'est rapproché, le regard impassible. « Ce que je regrette, a-t-il dit, c'est d'avoir cru que votre ambition avait des limites. » Émilie s'est raidie mais n'a plus parlé. Pierre s'est tourné vers Marc. « Prenez-la. » Le bêta l'a traîné sur ses pieds. Émilie se débattait, sa voix se brisant alors qu'elle criait après Pierre. « Vous faites le mauvais choix. Vous choisissez la faiblesse. » Il n'a pas répondu. Il ne l'a même pas regardée. Elle a été traînée hors de la pièce, ses cris résonnant dans le couloir jusqu'à ce qu'ils soient engloutis par la distance. Des heures plus tard, le décret officiel a été prononcé. Émilie Nuitard, ancienne louve d'élite de la Meute couronnée, est par la présente déchue de son statut et exilée au-delà de toutes les frontières territoriales. Si elle revient, la sentence est la mort. La Meute a accepté la décision sans question. Une trahison aussi grave n'entraînait qu'un seul résultat. Ce soir-là, Pierre est revenu à mon chevet. J'étais assise tranquillement, de nouveau enveloppé dans la couverture, encore secoué. Il s'est approché lentement, comme si je pouvais m'effondrer s'il bougeait trop vite. « Êtes-vous blessé ?» a-t-il demandé. « Non », j'ai chuchoté. J'essayais juste de comprendre pourquoi elle me haïssait tant. « Elle ne vous haïssait pas », a dit Pierre. « Elle haïssait de ne jamais pouvoir être ce qu'elle imaginait. Vous êtes simplement devenu la cible. » J'ai exhalé, laissant la vérité s'installer. Et je ne la laisserai plus jamais, ni personne d'autre, s'approcher de vous. Ce n'était pas une promesse. C'était un vœu. Et j'ai senti le lien s'ancrer plus profondément, se fixant doucement, indéniablement dans mon cœur. Au lever du soleil suivant, la Meute bougeait avec un rythme différent, plus calme, plus régulier, comme si l'exil d'Émilie avait libéré un souffle collectif que tout le monde retenait. Pourtant, le plus grand changement se produisait en moi. Mon monde, autrefois petit et prévisible, s'étendait maintenant sur un territoire que je n'aurais jamais imaginé toucher. L'entraînement de Luna. J'avais entendu les rumeurs brutales, intenses, imprégnées de tradition. Le genre de choses destinées aux louves élevées pour régner, pas à une jeune femme qui avait accidentellement demandé l'alpha roi en mariage alors qu'elle était ivre. Mais Pierre insistait pour que je commence immédiatement, non pas parce qu'il exigeait mon ascension,
mais parce qu'il croyait que je le pouvais. Alors, à l'aube, je me suis retrouvé debout dans la grande cour entouré d'anciens de la meute, de stagiaires et de guerriers, tous faisant semblant de ne pas me fixer directement. Julien m'a fait un pouce levé depuis le bord. Sophie a agité la main de manière encourageante. Mark avait l'air d'évaluer si j'allais réussir ou me consumer spontanément. Thomas se contentait de sourire comme s'il avait déjà son popcorn. La maîtresse des anciens, une femme à l'épine dorsale de fer nommée Dame Isabelle, s'est avancée. « Murray Everwood », a-t-elle annoncé, sa voix résonnant sur la pierre. « Acceptez-vous le rôle de stagiaire, Luna? » J'ai dégluti difficilement. « Oui. Acceptez-vous de respecter la loi de la meute, de défendre le territoire, d'honorer l'alpha-roi et d'incarner les principes du leadership de la meute de la couronne? » Ma gorge s'est serrée. Je ferai de mon mieux. Les yeux de Dame Isabelle se sont légèrement adoucis. Faire de votre mieux est exactement là où chaque Luna commence. L'entraînement a commencé instantanément. Mes journées se sont remplies de leçons sur la loi de la meute qui me donnaient mal à la tête, d'exercices de combat qui faisaient hurler mes muscles et d'heures d'entraînement stratégique conçues pour tester la patience, l'instinct et le jugement. J'ai trébuché, j'ai transpiré, j'ai juré à voix basse plus souvent que je n'ai parlé. Certains loups chuchotaient que je ne tiendrais pas. Quelques-uns disaient même que j'étais une remplaçante temporaire jusqu'à ce que Pierre retrouve ses esprits. Je les ai ignorés la plupart du temps, sauf quand je ne l'ai pas fait. La présence de Pierre n'aidait pas. Chaque fois qu'il traversait les terrains d'entraînement, la moitié de la meute arrêtait ce qu'elle faisait pour le regarder. Son aura seul exigeait une attention complète. Mais quand son regard se posait sur moi, même brièvement, quelque chose en moi se redressait, s'aiguisait, se stabilisait. Rien ne m'avait préparé à l'épreuve. Un test public de force et d'esprit traditionnellement organisé pour évaluer si une future Luna possédait la résilience et l'acuité mentale nécessaires pour diriger son peuple. Dame Isabelle a insisté pour que je le passe tôt, non pas comme une punition, mais parce qu'elle avait besoin que la meute voie ma capacité maintenant, pas un jour. Quand je suis arrivé à l'arène, les gradins étaient bondés. Guerriers, anciens, spectateurs curieux, et bien sûr Pierre, assis dans la loge, l'expression impénétrable, mais le regard entièrement fixé sur moi. L'épreuve comportait deux parties. La première était physique. Un parcours conçu pour mesurer l'endurance, les obstacles, les combats d'entraînement et un test d'endurance utilisant des coups pondérés contre un poteau d'entraînement enchanté pour suivre la puissance de frappe. J'ai surpris tout le monde. Je n'étais ni la plus rapide ni la plus forte, mais j'étais implacable. Chaque fois que je trébuchais, je me relevais. Chaque fois que j'étais mise à terre, je reprenais ma position. La sueur trempait mes cheveux, la saleté barbouillait mon visage, mes muscles tremblaient, mais je continuais. Thomas applaudissait, Sophie hurlait pratiquement. Marc marmonnait quelque chose sur une résilience inattendue. Pierre n'a pas réagi du tout, mais ses yeux se sont obscurcis avec quelque chose de dur et de brillant. La fierté. La deuxième partie de l'épreuve était le véritable test, le défi de l'esprit. J'ai pénétré dans une pièce circulaire avec 6 anciens assis autour de moi. Ils ont présenté de véritables crises de meute, des différends territoriaux, des négociations avec des rogues, des conflits internes, et je devais réagir comme une Luna le ferait. Je n'étais pas parfaite, mais j'étais honnête, calme, étonnamment lucide sous la pression. Mes réponses manquèrent de polish politique, mais elles portaient la sincérité et la praticité, quelque chose que les anciens ont apprécié plus que je ne l'avais prévu. Quand j'ai terminé, Dame Isabelle s'est levée devant la foule. « Murray Everwood », a-t-elle déclaré, a démontré non seulement du courage, mais la résilience et la clarté requises d'une future Luna. Les applaudissements ont éclaté. Certains enthousiastes, certains polis, certains réticents,
mais aucun plus fort que le grincement de Pierre se levant dans la loge. Il n'a pas souri. Il a simplement hoché la tête une fois, fermement, fièrement, résolument, et toute l'arène a ressenti la signification de cela. Je n'étais pas un accident. Je n'étais pas temporaire. Je devenais Luna. La nuit de la pleine lune est arrivée avec une sorte de calme délibéré, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour être témoin de ce qui allait arriver. Toute la meute de Mont-Lune s'est rassemblée dans la clairière cérémonielle, un large cercle encadré de pierres anciennes et éclairé par la lumière argentée de la lune qui frappait la terre comme du métal liquide. Je me tenais au centre, le souffle coupé quelque part entre l'émerveillement et la peur. Mes robes d'entraînement de Luna flottaient doucement dans la brise montante, le tissu chatoyant faiblement, avec des fils tissés pour ce seul rituel. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles, s'accordant au hurlement lointain des loups prenant leur position autour du périmètre. C'était réel, pas une erreur, pas un accident, pas une rencontre éméchée destinée à me hanter pour toujours. J'étais sur le point de devenir Luna, et Pierre, Alpha Roi, force de la nature terrifiante, homme en qui j'avais appris à faire confiance et que je désirais, était sur le point de devenir le mien de toutes les manières possibles. Il s'est approché de la clairière d'une démarche lente et mesurée. Son pouvoir roulait devant lui comme le tonnerre, la foule s'inclinant instinctivement à son passage. Un instant, j'ai oublié comment respirer. Les marques cérémonielles le long de ses bras brillaient faiblement sous le clair de lune, accentuant la force féroce et contrôlée qu'il portait. Quand nos regards se sont croisés, quelque chose en moi s'est stabilisé. Il est entré au centre avec moi, s'arrêtant juste assez près pour que la chaleur de son corps effleure le mien. « Êtes-vous prête? » a-t-il demandé, la voix basse. J'ai dégluti. « Je crois que oui. » Il a esquissé un petit sourire rare. « Vous l'êtes. » Dame Isabelle a levé son bâton, le frappant une fois contre la pierre. Une ondulation d'énergie s'est répandue, faisant taire toute la meute. La pleine lune reconnaît le lien entre l'Alpha Pierre Draven et Marie Everwood, a-t-elle commencé, sa voix résonnant d'une autorité ancienne. Ce soir, ils se tiennent devant la déesse pour achever leurs revendications. Que leurs esprits soient unis, que leur loup s'élève. Mon pouls a bondi. Pierre a tendu la main, le geste simple mais lourd de signification. J'ai posé ma main dans la sienne. Au moment où nos peaux se sont touchées, la lumière de la lune s'est épaissie autour de nous, tourbillonnant vers le haut dans un faisceau d'argent chatoyant. J'ai haleté alors que la chaleur se répandait dans ma poitrine, mon loup s'agitant avec un hurlement de reconnaissance instinctive. L'aura de Pierre a éclaté. « Prononcez votre vœu », a ordonné Dame Isabelle. Pierre s'est rapproché, le regard fixé sur moi comme si personne d'autre n'existait. « Je vous accepte, Marie », a-t-il dit, la voix profonde, stable et brute. Comme ma compagne, comme mon égale, comme celle qui me défie, m'ancre et me force à faire face à l'homme sous la couronne. Mon souffle s'est bloqué. Vous êtes le premier lien que j'ai jamais choisi, a-t-il continué, et le seul que j'accepterai jamais. Ma poitrine s'est serrée douloureusement à cet aveu. Toute la foule a changé de position, certains visiblement stupéfaits. Ce n'était pas une mince affaire pour un alpha roi de déclarer cela. Dame Isabelle a hoché la tête vers moi. « Prononcez votre vœu. » J'ai inspiré en tremblant. Ma voix a d'abord tremblé, mais s'est renforcée à chaque mot. « Je vous choisis, Pierre, non pas parce que vous êtes l'alpha roi, bien que vous le soyez. Je me suis permise un petit sourire, mais parce qu'avec vous, je me sens plus forte, plus courageuse, vue. » La mâchoire de Pierre s'est serrée, l'émotion le frappant visiblement. « J'accepte ce lien, » j'ai dit. « Je vous accepte, et quoi que vienne avec vous, votre pouvoir, vos ombres, votre couronne, je les affronterai avec vous. » La lune a éclaté. Pierre a encadré mon visage de ses deux mains, respectueux et féroce à la fois. « Marie, » a-t-il chuchoté, la voix épaissie, « laissez-moi entrer. » J'ai hoché la tête. La revendication a commencé. Ce n'était pas physique,
Pas au début. C'était l'esprit rencontrant l'esprit. Le loup rencontrant le loup. Une poussée de chaleur m'a envahi alors que quelque chose d'ancien se déployait dans ma poitrine, s'alignant avec celle de Pierre. Notre lien s'est allumé. Un éclair de reconnaissance et d'abandon qui m'a coupé le souffle. La meute s'est inclinée alors que l'énergie spiralait autour d'eux, lumineuse et puissante. J'ai haleté alors que la dernière vague du lien s'installait dans mes os, chaude, consommante, parfaite. Pierre m'a serré dans ses bras, le front pressé contre le mien, expirant en tremblant alors que son loup hurlait à travers lui dans une acceptation pure. Je ne pouvais pas parler. Je n'en avais pas besoin. Nous étions liés pleinement, irrévocablement. Dame Isabelle a levé son bâton une fois de plus. « Voici votre alpha roi », a-t-elle déclaré, « et votre Luna. » La meute a rugi. Des hurlements, des acclamations, des cris de dévotion montant vers le ciel nocturne. Pierre m'a serré plus fort alors que la lune nous baignait tous les deux d'un feu argenté. Roi et Luna liés, unis, imparables. La nuit après le sacre de la pleine lune, un calme étrange et vibrant s'est installé sur le territoire. La meute bourdonnait encore de la célébration, mais l'énergie avait changé, plus respectueuse, plus attentive, comme si tout le monde sentait que quelque chose de plus grand avait été mis en mouvement. Je le sentais aussi. Mon lien avec Pierre pulsait doucement sous ma peau, chaud et stable, comme un battement de cœur qui n'était pas le mien, mais qui me convenait parfaitement. Chaque fois qu'il s'approchait, mon loup s'étirait comme un chat satisfait. Chaque fois qu'il me touchait, même brièvement, c'était comme si tout mon corps expirait. Mais ce soir-là, je me suis retrouvé assise dans la chambre aux herbes de Sophie, la regardant broyer des pétales de feuilles de lune avec beaucoup plus de tension que la tâche ne l'exigeait. Sophie ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte, puis à moi, puis de nouveau au bol. Elle était nerveuse. Sophie n'était jamais nerveuse. « D'accord », j'ai finalement dit, croisant les bras. « Soit tu es sur le point de me dire quelque chose d'important, soit tu as accidentellement mis le feu à quelque chose et tu ne veux pas l'admettre. » Sophie s'est figée en plein broyage. Mon estomac s'est noué. « Sophie ?» La guérisseuse a laissé échapper un long soupir. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assise instantanément. Sophie a posé le bol et s'est perchée sur le bord de la table, ses doigts se tortillant sur ses genoux. Un mauvais signe si j'en avais jamais vu un. « Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt, » a dit Sophie doucement. Quelque chose que les anciens ont débattu de garder secret, mais après le sacre, le silence n'a plus de sens. Je me suis redressé. Qu'est-ce que c'est? Sophie a rencontré mon regard solennel. Tu as été choisi bien avant de rencontrer Pierre. J'ai cligné des yeux. Choisi par qui? La déesse. D'une certaine manière, oui. Sophie a tendu la main vers l'armoire derrière elle et a récupéré un parchemin scellé avec de la cire d'argent. Elle l'a déroulé soigneusement, révélant une ancienne illustration d'une lune fendue en son centre par deux loups entrelacés. C'est la prophétie du lien argenté, a dit Sophie. Elle est plus ancienne que la meute elle-même. J'ai froncé les sourcils. Tiens, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sophie a pointé le texte sous les loups. La véritable compagne de l'Alpha Roi le choisira librement sous le clair de lune, avec un cœur sans nuage où lui sera perdu à jamais. J'ai fixé, mon pouls s'est accéléré. Cœur sans nuage? Sophie! J'étais complètement ivre quand je lui ai proposé. Oui, a dit Sophie, c'est pourquoi cela devient compliqué. Mon souffle s'est coupé. Explique. Sophie a hésité, puis a parlé doucement. Marie, tu n'étais pas censée être ivre. J'ai cligné des yeux. Quoi? Sophie a pris une lente inspiration, rassemblant ses pensées. Le festival de la flamme lunaire ce soir-là, tu as bu des lycopodes. Oui, fort, mais pas assez pour assommer quelqu'un à moins d'être incroyablement léger. J'ai plissé les yeux. Je veux dire, peut-être que je le suis. Non, a dit Sophie fermement. Marie,
Quelqu'un a délibérément trafiqué ta boisson. J'ai sursauté. Quoi? Qui ferait ça? Nous ne savons pas encore, a interrompu Sophie, mais nous savons pourquoi. Mon cœur a cogné. Dis-moi. Sophie m'a regardé avec un mélange d'appréhension et de certitude. À cause de la prophétie, quelqu'un voulait que tu fasses un choix sous le clair de lune, sans trop réfléchir, sans t'enfuir, et que tu déclenches la reconnaissance de Pierre avant qu'il ne puisse l'éviter. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Alors, quelqu'un a forcé le destin, j'ai chuchoté. Sophie a hoché la tête vigoureusement. Mes pensées se sont dispersées. Qui ferait ça? Qui risquerait de bouleverser la tradition, le destin et l'équilibre politique juste pour que Pierre et moi soyons liés? Est-ce que ça aurait pu être Émilie? J'ai demandé. Sophie a secoué la tête immédiatement. Émilie n'aurait jamais facilité ton lien. Elle voulait qu'il soit rompu, pas renforcé. J'ai dégluti. Alors qui? Ça, l'a dit Sophie doucement. C'est ce que tu dois découvrir. Ah, ça. Celui qui a fait ça connaissait intimement la prophétie, et son programme pourrait ne pas être aussi romantique qu'il voulait le faire paraître. J'ai frotté mes tempes. Donc, quelqu'un a manipulé le moment qui a changé toute ma vie. Oui, j'ai dit Sophie doucement. Et étant donné le pouvoir que toi et Pierre partagez maintenant, celui qui a orchestré cela n'en a peut-être pas fini. Un frisson froid a parcouru ma colonne vertébrale, mais en dessous, il y avait autre chose. Une étincelle. De la détermination. Alors, ce que tu me dis, j'ai dit lentement, c'est que mon désastre enivré n'était peut-être pas du tout ma faute. Sophie m'a adressé un sourire amusé. Pas même un peu. J'ai exhalé, sentant le poids d'un nouveau chemin se dérouler devant moi. Une conspiration, une prophétie, une poussée vers un destin que je n'avais jamais accepté, et quelqu'un dehors qui voulait que je sois lié à l'Alpha-Roi pour des raisons encore inconnues. J'ai posé une main sur mon ventre, où le lien, ce lien que je commençais à accepter, à chérir même, pulsait doucement. Je me suis levé, les épaules redressées. D'accord, j'ai dit doucement. Alors nous allons découvrir qui et pourquoi. Qu'auriez-vous fait à ma place, hein? Abandonné? Ou vous seriez-vous battu? Parce qu'une chose était certaine. Mon histoire ne s'arrêtait pas au sacre. Elle ne faisait que commencer. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, d'être jeté dans ce tourbillon. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si ce lien est une bénédiction ou une cage dorée. Probablement les deux, n'est-ce pas? La vie est ainsi faite. Rien n'est jamais simple, ni parfait. Mais c'est ma vie maintenant, avec Pierre, avec la meute, avec cette prophétie qui plane encore. Le chemin est incertain, plein de défis. Mais peut-être que c'est ça, le vrai destin. Non pas une ligne droite, mais un voyage semé d'embûches qu'on doit tracer soi-même.